Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je tiens à sortir de la salle vivant. Donc, je n'ai pas la prétention de mettre les radiologues à la retraite, loin de là. Mais l'idée, je pense, c'est juste pour cette SFSPM Big Bang. On parle régulièrement, et la presse, mais très souvent, montre souvent assez en épingle des résultats d'études sur les biopsies liquides. Ça rencontre un engouement, une demande du public extrêmement forte. Est-ce que les biopsies liquides, c'est une prise de sang finalement? Est-ce qu'on peut considérer ça comme moins invasif qu'une écho ou une mammo? Je ne sais pas. Mais en attendant, il y a vraiment une attente très forte de dépistage par le sang. Alors, donc mes liens d'intérêt. Et finalement, les biopsies liquides, c'est un terme générique qui va donc recouvrir tout ce que l'on va pouvoir trouver dans une prise de sang. Alors, vous connaissez bien sûr la CE et le CA15-3 en protéines. Il y a des approches protéomiques qui ont été développées par ailleurs. Et puis après, il y a toute une série de choses qu'on va pouvoir retrouver dans le sang. On va pouvoir trouver donc le plus gros objet, ça va être des cellules tumorales circulantes, par exemple, c'est ce qui est représenté en vert. Mais il y a aussi des microvésicules, des exosomes, des micro-ARN, etc. Mais en fait, ce qui va être le plus intéressant pour les applications de dépistage pour l'instant, c'est l'ADN tumoral circulant. Donc ma présentation va essentiellement se porter là-dessus. Pour les cellules tumorales circulantes, donc ces cellules qui se promènent dans le sang, par la technique Cell Search, qui est la technique la plus robuste pour l'instant utilisée dans le cancer du sein, juste pour vous montrer qu'on est complètement hors sujet si on voulait faire du dépistage, on a 10-15% de positivité avec juste une cellule détectée chez des patientes qui ont un cancer du sein qui vont démarrer une chimiothérapie néoadjuvante, donc un cancer volumineux. Donc vraiment, on est complètement hors des clous et il n'est pas question de faire du dépistage avec les cellules tumorales circulantes. Par contre, avec l'ADN, on commence à se mettre un peu en ordre de bataille pour essayer de le faire. Alors, rapidement, je ne vais pas trop vous embêter avec les aspects technologiques, mais il faut quand même vous expliquer ce que c'est l'ADN tumoral circulant. Donc, si vous prenez un tube de sang, vous le centrifugez, vous avez les rouges en bas, le buffy coat, c'est-à-dire les cellules blanches au milieu, et le plasma qui surnage. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Si vous prenez le plasma, vous prenez l'ADN du plasma, vous allez vous retrouver avec un mix qui est composé en gris donc d'ADN normal, ces petits morceaux d'ADN qui sont relargués par les cellules qui meurent dans le corps. Donc en fait, il y a beaucoup d'ADN normal qui circulent, des fragments d'ADN normal. Là-dedans, vous allez pouvoir éventuellement trouver des fragments d'ADN qui viennent de la tumeur, et en fait, vous allez pouvoir distinguer que cet ADN vient de la tumeur par rapport à de l'ADN normal, parce c'est sur la base de la détection d'anomalies génétiques qui existent dans la tumeur, par exemple la présence d'une mutation. Et chez les personnes au-delà d'un certain âge, on a aussi des mutations qui peuvent apparaître dans la moelle osseuse, ce qu'on appelle notamment l'hématopoïèse clonale. Donc on peut aussi avoir des brins d'ADN qui portent des mutations, mais qui ne viennent pas forcément de cancer. Alors, finalement, tout va être une question de proportion. Il y a beaucoup de techniques qui ont été utilisées. Encore une fois, je ne vais pas vous embêter avec les techniques. Mais finalement, si vous avez un cancer très, 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 très volumineux, vous allez avoir beaucoup d'ADN tumoral qui va être relargué, ou un cancer très prolifératif. Et donc, finalement, la proportion, là, en bleu, va augmenter dans votre proportion totale d'ADN circulant. Donc, on a des patients avec des charges métastatiques et dans le sang, plus de 10% d'ADN tumoral circulant. Et finalement, plus le cancer est, moins le cancer est prolifératif, moins le cancer est volumineux, plus cette fraction va descendre, et donc on va descendre en pourcentage, et donc on va, pour détecter ça, utiliser différentes techniques. Et en fait, dans le dépistage, on va bien sûr se situer dans des situations extrêmement de charge mutationnelle, très très faible, et donc quelques molécules d'ADN dans un tube entier de sang qu'il va falloir aller détecter. Typiquement, quand on parle d'ADN tumoral circulant, il y a deux grandes approches. L'approche dite en PCR digital, où on cible une mutation connue, ou une approche en NGS, où on peut cibler soit des mutations connues, soit des mutations dont on pense qu'elles sont potentiellement présentes. Comme on est en dépistage, je ne parlerai pas de la digital PCR, vu qu'on n'a pas de mutation connue. On ne sait pas si les patientes, les femmes qui se présentent ont un cancer ou pas. Et donc, on ne connaît a fortiori pas la mutation présente dans le cancer. Et donc, on parlera que des approches en NGS. C'est fini pour l'aspect technologique. Alors, juste pour vous donner une idée, quand on m'a proposé le sujet l'année dernière, je me suis dit, zut, on n'a quand même pas grand-chose, donc de quoi je peux parler? Et en fait, une des choses qui est en cours d'implémentation de plus en plus, ça va être le suivi des mutations connues, pas du dépistage, donc proprement parlé en population générale, mais en fait de la prévention dite secondaire, c'est-à-dire de la recherche de rechute métastatique, éventuellement locale aussi,
Et donc, ça, c'est une approche qui est basée sur du NGS. On a la tumeur, et donc, on va séquencer la tumeur, on va trouver des mutations, et après, l'idée, c'est que les patients vont revenir au cours du suivi, et vont avoir à chaque fois une prise de sang qui va rechercher la réapparition de ces mutations dans le sang. Donc ça, c'est un papier qui a été publié cette année, en 2019. Toutes les patientes ont été opérées, vous voyez, c'est la barre rose, et après, elles sont suivies. Elles ont le bleu, par exemple, vous voyez, c'est de la chimiothérapie, certaines l'ont eu en adjuvant, d'autres en néoadjuvant, et après, donc, elles sont suivies tout au long, avec leur suivi qui était parfois assez long. Et donc ça, c'est une population RH+, HER2+, triple négatif, c'est une petite cohorte, forcément, prospective par contre. Et donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a un cercle, c'est une prise de sang qui, quand le cercle est blanc, pas d'ADN tumoral circulant détecté, quand le cercle est noir, ADN tumoral circulant détecté. On observe plusieurs choses. Quand les patientes rechutent, il y a une barre rouge ici, et ils mettent en rose toute la barre ici. Et donc en fait, on observe que déjà, les points noirs n'apparaissent que chez les patientes qui rechutent. On a de l'ADN tumoral circulant, c'est extrêmement spécifique. Si vous voyez réapparaître dans votre prise de sang les mutations du cancer, une rechute est en cours. Ça ne veut pas dire qu'elle est immédiate, mais elle est en cours. Les patientes qui ne rechutent pas n'ont jamais de détection d'ADN tumoral circulant. L'autre chose, c'est que parmi les patientes qui rechutent, la plupart vont présenter, l'immense partie va présenter justement des prises de sang positives avant la rechute. Et donc, finalement, le temps médian entre, dans cette étude, entre l'apparition de l'ADN tumoral circulant et la rechute cliniquement prouvée, va varier entre 0,5 et 24 mois. La médiane est quand même de 9 mois. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une sorte de window, une fenêtre, entre le moment où l'ADN tumoral circulant va se positiver et le moment où les patientes rechutent de manière clinique ou radiologique. Alors, on avait peut-être un peu ça avec certains marqueurs, et ça a été un débat aussi dans le cancer de l'ovaire, si vous surveillez l'intérêt de la surveillance par le CA125. Là, on est sur une situation extrêmement spécifique, c'est-à-dire que vraiment, ça marche très très bien. Il n'y a pas d'élévation parce que les patients ont un problème hépatique ou quelque chose comme ça. Et donc, on a vraiment quelque chose de très spécifique qui va permettre éventuellement de démarrer avec une bonne confiance, un traitement antitumoral, sans risquer de traiter des patients finalement qui avaient une augmentation des marqueurs pour quelque chose d'autre. Il y a des essais cliniques qui sont déjà en cours et à Unicancer, des essais cliniques sont en discussion, donc je vais arriver l'année prochaine, pour tester justement l'intérêt de démarrer précocement des molécules. Bien sûr, pas de la chimiothérapie, hein, on va faire des molécules plutôt qui ne vont pas trop altérer la qualité de vie des patientes, mais voir si effectivement, on ne pourrait pas notamment éviter, on parle beaucoup des crises viscérales, vous voyez ces patientes qui arrivent avec des maladies partout, qui vont très très mal, ou des patientes qui arrivent, qui doivent être hospitalisées pour une complication, ou parce qu'elles vont très très mal, parce que la rechute finalement, c'est un échec du suivi, et les patientes arrivent avec une altération d'état général. Si on met en place ce genre de détection, on devrait vraisemblablement arriver à éviter ce genre de situation clinique, et donc probablement à terme améliorer la survie des patientes. Ça reste à démontrer, mais donc ça c'est vraiment quelque chose qui est demain, quoi, ou cet après-midi, on va dire ça. C'est pas encore en routine, mais il y a vraiment, on se met en ordre de marche pour explorer ça. Alors, après, l'autre chose, c'est qu'on peut, en situation de dépistage, quand on est en vrai dépistage, on va se mettre on ne connaît pas le cancer, donc on ne connaît pas la mutation, donc on va aller chercher des mutations qui sont fréquentes dans le cancer du sein. Et donc, on va faire une approche probabiliste sur les gènes les plus fréquemment mutés. Ça a été le premier niveau d'approche. Et donc, il y a une étude qui a été faite par une société aux États-Unis qui s'appelle Grail. Il y a d'autres études qui sont faites par d'autres boîtes, mais Grail est une énorme société avec des milliards de capital. Donc, eux, ils ont fait une première approche en panel ciblé. Ils ont séquencé 507 gènes, donc un séquençage très large, qui ont été séquencés dans le sang à 60 000 X, qui est très, 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 très profond. Ça consomme énormément de séquençage. Ça coûte assez cher pour l'instant. Mais l'idée, c'est donc d'aller séquencer tous ces gènes potentiellement mutés dans un cancer et s'en servir comme dépistage. Alors, avant de faire du vrai dépistage, ils se sont mis en situation de patientes ayant un cancer du sein qui vient d'être diagnostiqué. Les résultats sont mauvais. Ça se lit ici, c'est ces courbes, c'est ce qui est là avec le petit losange bleu. Vous voyez ici la sensibilité de détection quand il se place à 98% de spécificité par rapport à un groupe de patientes femmes saines. Donc vous voyez que finalement, des TNBC prolifératifs, ça on voit pas mal d'ADN, donc on a des sensibilités inférieures à 50%, mais de l'ordre de 50%. Là où c'est catastrophique, c'est les cancers RH+, où vous avez une sensibilité qui est de l'ordre de 10% avec cette approche.
Donc, clairement, Grail failed. Voilà. Donc, ils n'étaient pas très contents de ça, forcément. Ils l'ont jamais publié, je ne pense pas qu'ils le publient. Mais ils ont complètement revu leur approche depuis, parce qu'en se disant, cette approche-là n'est pas bonne, elle est juste chercher les mutations des gènes qui sont fréquemment mutés. Ça ne suffit pas à faire du dépistage. Là, on ne va pas y arriver. Donc finalement, on va essayer d'élargir l'information que l'on peut obtenir à partir de cette détection d'ADN tumoral circulant. Donc au-delà des mutations ponctuelles, c'est-à-dire des petites bases d'ADN qui ont été changées, on va regarder aussi, on peut aussi explorer le nombre de copies. Quand on fait un séquençage whole genome, donc là on s'intéresse à l'ensemble du génome, l'ensemble des molécules d'ADN circulant, on peut s'apercevoir que parfois on a un léger surcroît d'ADN qui vient de cette zone-là, par exemple. Et donc ça, on peut reconstruire bioinformatiquement donc retrouver qu'en fait il y a une amplification, et donc non seulement voir des variations des bases, mais aussi commencer à voir si des profils tumoraux apparaître dans le sang. Une autre façon d'explorer ces données de whole genome sequencing, c'est la méthylation. Donc la méthylation, je vous rappelle, c'est des modifications des bases de l'ADN, et on peut le détecter en séquençage. Et ces modifications, en fait, la méthylation, c'est certaines bases sont méthylées. Mais en fait, c'est généralement pas une base qui va être méthylée, c'est plusieurs bases dans ce qu'on appelle des îlots CPG. En fait, elles sont toutes les unes à côté des autres, elles vont toutes être méthylées ou déméthylées en même temps dans le cancer. Et donc finalement, on est capable aussi, il y a des algorithmes qui vont aller rechercher, qui s'intéressent à la méthylation, et qui tout d'un coup vont se dire, si chez une femme, on trouve un brin d'ADN où tous les îlots sont méthylés ou tous sont déméthylés, ça c'est un signal hautement anormal et qui signe probablement la présence d'un cancer. Donc ça c'est quelque chose qui est donc une dimension supplémentaire. Et la dernière dimension, c'est la longueur des fragments d'ADN. Je vous ai expliqué, c'est des petits fragments d'ADN qui sont coupés. Et en fait, c'est très simple. Vous savez, l'ADN est enroulé autour de nucléosomes. C'est empaqueté autour de protéines. Et en fait, l'ADN tumoral circulant, généralement, il est coupé entre deux nucléosomes. Et donc, c'est ce qu'on observe ici. C'est-à-dire, finalement, là, vous avez de l'ADN intact. Et quand ça baisse, la courbe noire, l'ADN est dégradé, à nouveau intact, dégradé, etc. Et donc, finalement, les nucléosomes, les protéines, quand l'ADN est entouré autour de ces protéines, il est protégé. Et les enzymes qui coupent l'ADN vont couper de part et d'autre du nucléosome, ce qui permet de garder cette structure. Et si vous avez un facteur de transcription qui arrive sur l'ADN pour augmenter la transcription d'un gène, il va pousser les nucléosomes à droite et à gauche, et donc il va en fait perturber ce signal très régulier que l'on a, de nucléosomes empaquetés les uns contre les autres. En fait, on va perdre de la couverture sur une zone qui correspond à la fixation du facteur de transcription. Donc, c'est une empreinte des facteurs de transcription, et à partir de là, on est capable de retracer l'origine de ces fragments d'ADN et détecter un signal anormal. Et donc, finalement, on se dirige vers une approche multidimensionnelle. On va laisser tomber cette approche que je vous avais montrée, qui était juste uniquement basée sur des mutations ponctuelles qu'on essaie de détecter. On va intégrer les mutations ponctuelles, on va intégrer les changements de copie, on va intégrer la méthylation, etc. On va mixer ça, on va utiliser encore une fois de l'intelligence artificielle, en tout cas des algorithmes qui vont mixer tout ça, avec des sets d'apprentissage, des sets de validation. Et donc finalement, là c'est des résultats qui ont été rapportés à nouveau par Grail avec une spécificité bien meilleure. Tout à l'heure, je vous avais présenté une spécificité à 98%, ce qui est vraiment catastrophique si on veut l'utiliser en dépistage. 99,4%, c'est nettement meilleur. Et encore une fois, ils répondent cancer, oui, non. Et donc vous vous rendez compte que là, ils commencent à s'améliorer un petit peu. Ça reste moins bon pour les cancers RH+, de stade 2, avec des sensibilités qui restent quand même vraiment médiocres. Mais sur les RH-, ça commence à devenir bon. Et des cancers plus avancés, bien sûr, c'est nettement meilleur. Donc ils ont réussi à améliorer ça. Alors, encore une fois, le truc, c'est que là, ils ont amélioré, on a gagné, on va encore gagner encore un petit peu, mais il y a toujours des stades 1, et c'est clairement l'objet du dépistage, c'est d'aller chercher des stades 1. Pour le sein, peut-être que ça ne sera pas. Pour cette maladie unique du cancer du sein, ça sera peut-être difficile, d'autant plus qu'ils vont devoir se battre contre le dépistage déjà en cours, ou avec le dépistage, c'est-à-dire voir si ça l'améliore, voir si ça fait mieux, ou si on combine les deux, est-ce que ça améliore, etc. Donc ça, c'est juste pour le sein. Mais en fait, si on recule un peu, finalement, avec cette approche, on ne va pas détecter que du cancer du sein. Le même test va servir à détecter finalement tout type d'anomalies reliées à un cancer. Et donc ça, c'est ce qui est rapporté avec leur approche, donc
c'était sur la méthylation uniquement, et donc ça va s'améliorer s'il rajoute les autres couches. Et vous voyez en fait que si on s'intéresse à l'ensemble des cancers que les individus peuvent présenter, que ça soit poumon, pancréas, ovaire, col ou autre, ce même test commence à avoir des sensibilités qui sont tout à fait acceptables pour une utilisation en routine, on va dire. Aux États-Unis, tout au moins, ça va être un test assez coûteux qu'il va falloir refaire régulièrement dans la vie. Mais en attendant, on va commencer avec ce type de test à détecter 75%. Imaginez une prise de sang dont on vous dise, chaque année vous le faites, et ça va vous détecter 75% de tous vos cancers de stade 2, y compris poumon, pancréas, ovaire, côlon, etc. C'est des cancers qui font l'objet soit pas de dépistage du tout, soit d'un dépistage auquel il y a une adhérence assez mauvaise, typiquement le côlon. Donc, on va probablement se diriger... les biopsies liquides, encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Si on regarde, il est peu probable qu'il y ait un test de biopsie liquide de dépistage qui s'adresse spécifiquement au cancer du sein. Mais en fait, comme cette biopsie liquide va détecter des mutations qui viennent de l'ensemble du corps, il est possible et même très probable qu'on ait dans les années à venir, et c'est pas dans 10 ans, ce sera probablement avant, avec les efforts, encore une fois, il y a des milliards investis dans ce domaine, essentiellement aux États-Unis, on aura vraisemblablement des tests qui vont commencer à arriver avec vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, vous êtes une femme, vous êtes fumeur, etc., je sais pas. Et donc, du coup, vous aurez des tests qui seront faites ce test. On n'est pas forcément excellent pour chaque cancer pris isolément, mais au total, on va quand même vous détecter les 3/4 de vos cancers de stade 2 et la moitié de vos cancers de stade 1. Et ben, le jour où on vous le détectera, vous serez quand même assez content. Et ça peut être un cancer auquel personne n'aurait jamais pensé et pour lequel il n'y avait pas de dépistage notamment. Donc, biopsie liquide combinée, protéines protéomiques, micro-RNA, donc en fait finalement je vous ai parlé de l'ADN tumoral circulant, il est possible que l'on se combine avec d'autres choses qui vont arriver. Bien sûr, il faudra intégrer la clinique, on peut même imaginer par exemple un jour un test qui s'adresse donc, comme je l'ai dit, aux fumeurs ou qui s'adresse particulièrement à, je sais pas moi, hépatomégalie ou quelque chose comme ça, qui va s'adresser à une population définie cliniquement. Bien sûr, la modulation par les risques génétiques, ça va être important, que ce soit les gènes majeurs de prédisposition ou l'ensemble des polymorphismes plus mineurs. Et bien évidemment, l'imagerie, l'une des premières applications qui devrait apparaître sur le marché aussi, ça va pas être le sein, mais ça va être nodule pulmonaire. Enfin, nodule pulmonaire, ça va faire l'objet vraisemblablement d'un test de ctDNA. Il y a beaucoup de boîtes qui font des études là-dessus. Donc on va finalement se diriger vers un dépistage qui sera multimodalité, dont l'analyse, encore une fois, c'est tellement complexe, ça sera de l'IA ou tout au moins des algorithmes vraiment de bioinformatique. L'IA, ça ne sera pas probablement un apprentissage continu, mais c'est juste que l'IA, c'est la façon dont va être défini l'algorithme pour intégrer toutes ces modalités, et qui sera vraisemblablement plus pan-cancer que uniquement aller cibler un cancer grâce à l'avantage justement de, quand on étudie le sang, finalement, on a un reflet de l'ensemble du corps. Là-dessus, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Écoute, on a à peu près 3 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On ne va pas allumer la salle. Bon. Est-ce que on doit avoir l'autorisation du patient pour ce type de test? Parce que quand tu dis faites le test... Alors, j'ai pas dit faites le test. Non, mais je te taquine gentiment, mais voilà, enfin... surtout dans le dépistage, autant la rechute, on comprend bien, la maladie a déjà été là. Donc, il y a deux dimensions. Une dimension éthique théorique éventuelle. On ne va pas s'intéresser forcément à de la recherche de mutations génétiques constitutionnelles. Donc, il n'y a pas forcément... Alors, on séquence du dual génome, donc on peut trouver, encore une fois, ça peut être un incidental finding, enfin une découverte accidentelle. Donc, il faudra prendre ça en compte, mais c'est quand même pas... On ne va pas vraiment cibler ça. Donc ça ne devrait pas être un problème majeur. L'autre chose, si on se remet au contexte franco-français, ça va être une liaison avec la présentation précédente, c'est des tests qui, pour l'instant, risquent de coûter assez cher. Et donc, en fait... C'est quel prix à peu près? Alors, les séquençages whole genome, si on regarde le prix de séquençage actuellement,
on va être de l'ordre de 1000, 1500 euros, ça va dépendre de la machine. Si vous faites ça en Novasic, voilà. C'est cher, c'est pas tellement cher, mais après, il faut voir que ça va être vendu par des boîtes. Et donc, en académique, on doit pouvoir commencer à faire ça pour 1000, 1500 euros, mais il faut le développer, on ne l'a pas encore développé en académique, et les boîtes qui vont le faire vont vendre ça à 5000 $. Mais en même temps, pour un riche américain, ou un américain qui a une couverture de santé payée par sa boîte qui lui paye sa couverture de santé, un test à 5000 $ une fois par an pour détecter 75% des cancers de stade 2 et 50% des cancers de stade 1, ça va être considéré comme probablement rentable. Et donc ça va probablement arriver par les États-Unis avec un test qui va être dédié et filtrant sur l'argent. Avant l'implémentation en routine en France, il faudra démontrer que c'est médico-économiquement relevant. Il y a une question en ligne qui est... Alors, 2 questions. Luc Merci et pour après cette Anne. présentation. Vincent. Mais quand tu dis faire le test, on a vu hier nos collègues généticiens qui ont montré un bel exemple. Qui va prendre en charge les coûts induits par ce test quand il va falloir aller dépister, chercher le cancer? Parce que tu le dis, on peut trouver tous les cancers. Tu dis c'est un avantage. Je ne sais pas si c'est vraiment un si gros avantage. Enfin, théoriquement oui, mais qui va prendre en charge le coût annexe? Parce que la boîte qui va le vendre, très bien, mais c'est pas elle qui va prendre en charge la recherche du cancer peut-être derrière. Réponse courte. Hein. Réponse et question courte. courte après. Pendant longtemps, on a critiqué l'ADN en disant si on trouve une mutation P53, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient, il faut faire le PET, il va falloir aller chercher d'où vient le cancer. En méthylation, avec les facteurs de transcription, on est de plus en plus capable de prédire l'organe d'origine et une surreprésentation d'ADN venant d'un organe en particulier. Et ça marche pas mal, hein, 75% de bonne prédiction. Donc, on va probablement pouvoir dire qu'il faudrait plutôt aller regarder du côté du pancréas ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, et après, il y aura des coûts probablement, mais encore une fois, il y a un cancer du pancréas, stade 3 actuellement, on ne les guérit pas. Donc, il faudrait peut-être aller y chercher avant. Dernière question. Attends, t'entends pas. Bon. Je répéterai la question. On va répéter la question, vas-y. On va répéter la question. Je répéterai la question. Est-ce que tu connais des essais justement de comparaison entre méthylation, enfin des essais en cours, méthylation, détection de la méthylation et imagerie adaptée par type d'organe? Oui, tout à fait. Il y a justement, enfin, Grail a fait ça dans le sein. Les approches sont, il y a beaucoup de, encore une fois, il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Aux États-Unis, essentiellement. Méthylation en détection de cancer colorectal, beaucoup. Dans le sein, à ma connaissance, c'est que Grail qui faisait ça. Ouais. Non, mais un essai académique, je veux dire. Enfin, non, académique, non, on n'est pas encore, on n'est vraiment pas encore là. C'est vraiment, ça demande des investissements très lourds. Donc, typiquement, c'est drivé par Grail a été créé par Illumina et participation de Google, etc. Enfin, c'est des boîtes, c'est des GAFA, hein, c'est pas autre chose. Ouais. Eh bien, Gaffon, c'est la pause café. Retour à 11h. Merci à tous les orateurs.